Bonsoir à tous. Vous m'avez peut-être vu il y a 2 jours sur le projet Bertie. Donc c'était une conf high level mais quand même, mais quand même très technique. Cette fois-ci, je vais faire plutôt une conf détente. Je vais parler de l'autre côté de ma vie, un peu plus fun. Je vais vous parler de comment créer, comment rejoindre des communautés open source. Vous parler de l'open source. Donc, je m'appelle Manfred, je fais de la sécurité depuis un peu plus de 10 ans, de la crypto depuis environ 2 ans. Je crée un projet qui s'appelle Bertie, qui est sous forme associative, qui fait en gros un protocole de messagerie anti-surveillance et anti-censure. Et je fais surtout beaucoup d'open source depuis très longtemps. Ça doit faire à peu près 6 ans que tous les jours je fais un petit peu d'open source, y compris les Noël, les Nouvel An, enfin bref. C'est devenu un réflexe. À une époque, j'en faisais pas beaucoup. Après, j'en ai fait un petit peu. Et après, c'est devenu un très addictif. À base de tant que j'en ai pas fait, j'ai une petite arrière-pensée qui est un truc à boucher. Donc oui, il y a 2 jours, j'ai fait une conf plutôt technique sur comment faire chier des dictateurs avec de la cryptographie. En fait, j'aime faire beaucoup aussi des trucs qui servent à rien. Je pense même que je préfère faire des choses qui servent à rien, mais qu'il faut bien faire des projets qui servent à quelque chose dans la vie. Par exemple, un des derniers projets que j'ai fait, j'aurais pas le son ici, mais en gros, j'ai fait une sorte de paint où quand on dessine, ça fait de la musique en MIDI sur un synthé. Donc ça, c'est le genre de projet qui ne sert à rien. Je ne sais même pas si quelqu'un l'a déjà utilisé dans le monde, mais j'ai passé beaucoup de plaisir à le faire. Et en fait, ce qui est sympa là-dedans, c'est que comparé à un projet pro qui sert à rien, il y a quand même beaucoup de trucs que j'ai en commun, à savoir le challenge, le puzzle, coder, découvrir des choses que je connais pas, devoir me documenter, devoir faire une sorte de schéma d'architecture. En gros, faire un projet comme ça, c'est comme si on faisait un projet vraiment intéressant de A à Z. Par contre, j'ai zéro pression. Si ça marche pas, rien à foutre. Si ça prend 3 semaines, rien à foutre. Si je me dis à l'origine, je vais faire ça, mais qu'en fait, j'arrive à autre chose que ce que j'avais prévu en commençant, c'est bien aussi. Donc voilà, j'aime bien en fait ce côté expérimentation et je pense qu'aujourd'hui c'est une de mes plus grandes forces. Ça m'a donné beaucoup de culture G. Je fais beaucoup de petits projets et quand je dis de la culture G, c'est de la culture G utile pour cette fois-ci les vrais projets pro. Finalement, la culture G que je fais avec mes petits side projects me permet d'être beaucoup plus rapide, d'avoir beaucoup moins d'interrogations quand je vais commencer un nouveau projet. Donc, l'open source, OSS c'est Open Source Software. C'est l'abréviation la plus connue pour dire open source. Un petit aparté sur l'open source, c'est la vraie vie de tous les jours pour les non-développeurs. Imaginez le coup de la tarte à la cerise. Vous amenez une tarte à la cerise chez un ami, donc tout le monde peut goûter la tarte. Tout le monde demande la recette. Quelqu'un dit « ouais, moi j'aurais peut-être mis du sucre ou quelque chose », donc quelqu'un propose de la modifier, et une autre personne demande si elle peut la réutiliser. La même tarte à la cerise dans un restaurant, tout le monde peut la goûter, ça c'est sûr. Par contre, si vous demandez la recette au cuistot, vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Si vous dites au cuistot, moi j'aurais pas fait comme ça, il en a rien à foutre. Et si vous demandez est-ce que je peux la vendre à ta place et puis la redistribuer, ça marchera pas. Ça c'est un petit aparté pour ceux qui comprennent pas forcément le côté open source. Entre un logiciel propriétaire et un logiciel open source, on va retrouver cette notion de permettre à n'importe qui de modifier la recette, la réutiliser, comprendre comment elle est, même si on ne la modifie pas juste par curiosité, etc. Et pardon, oui, j'ai oublié, tout le monde goûte la tarte. En fait, non, ceux qui payent goûtent la tarte dans le monde des logiciels pas libres. Il y a un petit slide, parce que je sais qu'il y a Léo qui est là-bas qui va me dire « ouais, tu dis open source, il faut dire logiciel libre ». Je ne connais pas trop la différence. Il se trouve qu'il y a 2 conférences qui en parlent, donc allez-y. Le peu que je connaisse de différence, c'est que le logiciel libre, c'est vraiment une histoire de culture, il y a des règles en plus. Open source, c'est juste la notion de mettre son code public. Et je vous avoue qu'en fait, moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse, c'est mettre mon code public. Je mets des licences dedans, et si clairement je peux choper du skill en licence, je serais très content. Mais le vrai truc que j'aime faire, moi, c'est mettre mon code à disposition de tout le monde, et espérer que ça peut être utile, espérer que ça peut intéresser, espérer que ça puisse être utilisé derrière. Donc, ne me posez pas trop de questions à la fin sur je préfère quelle licence, quel machin. C'est ces confs-là qu'il faut aller voir. Quelques raisons pourquoi opter pour l'open source. Donc déjà, pour soi, depuis que je fais de l'open source, j'ai arrêté d'être perfectionniste de manière qui me dégoûtait moi-même.
Je sais pas si vous avez déjà eu ce truc-là dans la vie, genre est-ce que j'achète ma maison, est-ce que je fais des enfants, est-ce que je machin. À chaque fois on dit pas encore, quand j'aurai un plus gros salaire, quand j'aurai un machin, quand j'aurai un bidule. L'open source, il y a un peu ce truc-là. Quand on commence un projet pas open source et qu'on se dit est-ce qu'on le passe open source, déjà on se pose la question. Après on se dit comment, est-ce qu'on open source tout machin. Après quand, est-ce qu'on le fait maintenant ou plus tard. Après, oui, mais etc. En fait, on va trouver plein d'excuses pour jamais le faire. Et surtout, le jour où on va le faire, ça va devenir une sorte de tâche. On va se dire, passer le projet en open source. On va le mettre à la place de faire une fonctionnalité. On va se dire, cette semaine, je passe le projet en open source. Et depuis que j'ai fait l'inverse, que je me dis, de base, je le mets en open source, bah, j'ai plus ces questions-là. J'ai plus ce côté, est-ce que c'est suffisamment prêt ou pas. Depuis le jour 1, c'est open source avec un disclaimer. Ce projet est en cours. Ce disclaimer me protège des gens qui diraient t'es vraiment un nulos. Sauf qu'en fait, dans la pratique, même si je ne mettais pas le disclaimer, on s'en fout. Les gens, ils sont sur un truc avec plein de logiciels. Je parle, on va dire, d'un cas où vous faites un nouveau projet qui n'est pas encore connu. Un mec vient sur votre projet, si ça l'intéresse, il lit. S'il s'en fout ou si c'est mal fait, il ne va pas passer du temps à faire. Il faut vraiment que je dise que c'est une merde. Il va juste se barrer, en fait. Donc, globalement, le fait d'être en open source dès le début, ça m'a jamais posé de problème. À l'inverse, j'ai plutôt eu des gens spontanés que j'ai jamais vus. Coucou, j'ai ce problème-là. Ah, t'as un problème, c'est-à-dire que tu utilises ce que je fais, c'est cool. Ou tiens, j'aurais bien fait la même chose que toi. Ou tiens, moi aussi je bosse sur ça en ce moment, est-ce que je peux bosser avec toi? Donc globalement, le fait que j'ai j'ai enlevé le perfectionnisme et me dire il faut absolument être parfait quand on fait de l'open source, etc. Sinon, on va déranger la communauté en proposant quelque chose d'imparfait. Ça résout beaucoup de problèmes. Donc c'est aussi un gain de temps, ce que je disais, de plus avoir à se poser la question de quand, de faire même des semaines de travail pour rendre un projet open source. En fait, si dès le début on est open source, on a dès le début cette notion d'aide publique, donc on fait peut-être un peu plus gaffe en permanence, à pas laisser des mots de passe traîner ou des commentaires bizarres, mais globalement, c'est un gain de temps d'être open source, on va dire, dès le début en se disant que de base je vais être open source, je ne le serai pas que si je ne peux pas. Ça permet donc du coup de prendre confiance dans le sens où j'ai plus cette notion de doute. C'est de base je suis open source, c'est plus quelque chose qui prend la tête, qui prend le cerveau. Et ça permet du coup de beaucoup évoluer. Le fait d'être open source, ça motive je trouve, à travailler davantage, à essayer de présenter ce qu'on fait, à l'expliquer un peu mieux. Ça permet aussi d'avoir des feedbacks de gens, soit des feedbacks d'utilisateurs, de développeurs, de gens qui ont fait un projet similaire. Ça permet d'apprendre d'une autre façon aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de jamais recoder la roue. Il ne faut pas recoder la roue d'un point de vue si vous avez besoin de quelque chose en urgence et que quelque chose existe, il ne faut pas le faire. Moi, j'aime bien recoder la roue, souvent, plus pour comprendre comment ça fonctionne. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait être fait par pas mal de gens. Si quelque chose vous intéresse et que c'est un intérêt de comprendre comment ça fonctionne, essayez de le refaire naïvement, sans comprendre comment l'autre fonctionne. Une fois que vous avez compris un petit peu, vous pouvez le jeter, vous pouvez le garder, peu importe. Et même si cette fois-ci vous passez sur la roue un peu classique, il y a beaucoup de chances que vous compreniez mieux comment elle peut fonctionner. Vous êtes mis un peu dans la peau d'un développeur. Donc le fait d'être vraiment en mode open source, partage, et se dire j'ai pas peur de juste coder pour coder. Et quand je dis coder, ça se fait avec des recettes de cuisine, avec ce qu'on veut. L'open source, c'est pas forcément que du code. C'est vraiment quelque chose qui permet de beaucoup apprendre. Donc ouais, je suis globalement open source by design et open source first. Les seules fois où je suis pas open source, c'est quand il y a officiellement un gros doute sur un impact, par exemple stratégique ou un truc secret. Mais par défaut, tout ce que je fais, je le fais en open source. Pour les autres, c'est un moyen de collaborer. Donc, si vous faites un projet avec des gens qui contribuent à votre projet, c'est pas vous qui développez et pourtant votre projet devient mieux. C'est un moyen que le projet soit adopté. Si vous avez développé quelque chose et qu'il est que sur votre site web qui est paumé, il y a peu de chances qu'il soit découvert. Alors que s'il est sur ce site web, il peut être découvert, mais il est aussi découvrable en tant que logiciel, sur votre GitHub, votre GitLab, peu importe. Le code du remixage, ça c'est quelque chose qui est un peu plus rare, mais encore une fois, si quelqu'un avait un projet similaire ou une idée similaire, il va peut-être repartir de votre projet, le faire évoluer d'une façon que vous n'avez pas pensé, et que vous l'utilisiez ou que vous ne l'utilisiez pas, dans tous les cas, il y a quand même quelqu'un qui contribue à quelque chose que vous connaissez par cœur, vous voyez les câbles à travers les goulottes parce que vous savez comment ça fonctionne. Il n'y a rien de mieux pour vraiment avoir une bonne projection, s'ouvrir un petit peu l'esprit sur comment pourrait évoluer l'idée de base. Et il y a bien sûr la transparence. Vous n'aurez jamais le problème en open source de comment ça se passe concrètement. Serre-toi, va voir, ou je peux t'expliquer, mais j'ai rien à te cacher. Entre soi et les autres. J'ai une relation intime avec un japonais depuis 6 ans que j'ai jamais vu.
mais en fait, c'est un de mes projets les plus débiles qui sert à rien, où je fais juste une boule en JavaScript qui tourne. Et là, le dernier contributeur, bon, c'était il y a 2 ans, c'est un japonais, on se parle depuis sur Twitter, sur d'autres choses. Et la seule chose, c'est qu'un jour, il m'a fait une contribution pour optimiser mon truc inutile. Donc j'avais un truc inutile, ben maintenant il est plus optimisé. C'est trop bien. Depuis, il en a fait d'autres des contributions. Et en fait, bah, je sais pas, il y a une sorte de... Le mec a aussi fait un truc inutile en imitant de l'énergie. Je peux vous dire que ce gars-là, on adore se parler. Si jamais il vient en France pour bosser, je ferai tout pour bosser avec lui ou à côté de lui. Il y a vraiment un truc très amical et pourtant on s'est jamais vu. Donc il y a vraiment des liens en fait aux gens qui contribuent à un projet, en particulier quand il n'y a pas trop de notion d'intérêt, que c'est juste j'ai bien aimé ton projet, je contribue dessus. Et en tant que recruteur, donc là c'est comme je vous disais, si jamais il venait en France, j'aimerais le recruter. Je pense que statistiquement, on doit être à plus de 90% des gens qui ont contribué de façon justement un peu désintéressée sur mes projets, que ce soit des projets pro ou des projets perso, qui aujourd'hui ont soit bossé avec moi, soit je les ai remis dans d'autres boîtes. Il faut savoir que je suis aussi recruteur dans la vie de tous les jours, avec plutôt le côté que j'aime pas du recrutement, qui est de recruter quand on a un besoin, quand il y a une urgence. Où là, globalement, on va plutôt poster une annonce, recevoir des gens qui postulent et un peu prendre le premier truc qui est pas trop mal. Le mode inverse, c'est beaucoup mieux. C'est celui où quelqu'un nous a impressionnés avant qu'on ait un besoin. Et il y a déjà un peu cette notion de confiance. Et l'autre truc du recrutement, c'est que quand tu recrutes quelqu'un, ça va être beaucoup de la drague de « ouais, il faut que je t'impressionne beaucoup, je suis bon en équipe, en code, en ce que tu veux ». Et globalement, nous, ce qu'on aime bien voir en recrutant, c'est plus des preuves que la personne est compétente dans ce qu'on attend. Et la meilleure preuve que j'ai, moi, c'est le code. Un mec qui me parle ou qui met un LinkedIn, je suis balèze en ça ou j'ai fait ça, je vais juste comprendre qu'il était dans une équipe qui a fait ça. Je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas si c'est les autres qui étaient bons. Ça m'est déjà arrivé de recruter des gens qui m'ont raconté un projet de A à Z, alors qu'en fait, c'est leurs collègues qui ont tout fait. Quand je vois du code, j'arrive à la fois à voir qu'il ne m'a pas menti parce que je vois le code, mais en plus, il y a un truc dans tout ce qui est outils open source tel que GitHub, c'est qu'on peut même voir un peu la façon dont il le fait. On voit, en fait, ce projet, il l'a pas fait, il l'a fait sur 6 ans, un peu toutes les semaines, etc. C'est le genre de mec, si je le mets sur un projet, il va pas me dire au bout d'une semaine, vas-y, il faut que je passe à autre chose. Il est endurant, etc. Il y a un vrai truc complètement transparent sur la lecture de la façon de contribuer des gens. Et globalement, si jamais je dois recruter quelqu'un, que je le découvre pour la première fois, je vais essayer de trouver quelque chose avec du code. Et de la même façon, plutôt que lui poser des questions genre comment tu résoudrais ce puzzle ou je sais pas quoi, je vais plutôt essayer de trouver un projet à lui open source, peu importe ce que c'est. Idéalement un projet qu'il a fait lui-même de A à Z, genre une ludothèque de DivX. Et là, je vais poser toutes les questions les plus horribles possibles parce que c'est son code. Je fais pas de piège sur la zone de connaissance, mais s'il m'a pas menti, il est censé me dire pourquoi il a fait ça. Si je lui demande pourquoi tu as fait ça de telle manière, il est censé m'expliquer pourquoi. Sinon, c'est que c'est un menteur. Et de la même façon, je suis censé pouvoir le challenger un petit peu. Ok, comment tu rendrais ce truc-là multi-serveur, etc. Et en fait, là, globalement, on va avoir la meilleure discussion et on se rend compte que la personne elle comprend ce qu'elle fait, que c'est pas justement quelqu'un qui était dans la bonne équipe. Et globalement, ce truc-là, soit j'essaie de le choper quand je recrute pour essayer d'avoir une version complètement sincère de ce que vaut la personne, de qui elle est, de comment elle fonctionne. Soit c'est l'inverse. Si quelqu'un a contribué avec moi par le passé sans notion de recrutement, il a un peu le test qui est fait d'avance. Et globalement, quand il cherchera du boulot ou quand je chercherai quelqu'un qui a des compétences qu'un contributeur a eues, clairement, je pense à lui directement. Donc ça fait vraiment des relations soit, on va dire, pas intimes, mais très bienveillantes et très agréables avec des gens qui contribuent sur nos projets, soit ça crée ce lien de confiance d'un point de vue technique. Ça, je pense, c'est assez sous-estimé, mais je pense vraiment avoir fait, je dirais une trentaine de personnes qui ont un boulot que je leur ai trouvé par rapport à de l'open source. Et pourtant, c'était pas du tout quelque chose de calculé de leur part. Ils ont contribué sur un projet, de la sincérité, ils ont fait leur truc. J'ai juste vu un élan de « je veux améliorer ce projet-là » et en plus, j'ai pu analyser leur expérience technique en le faisant. Un truc à comprendre donc, dans le monde de l'open source, globalement, il y a, on va dire, 5 catégories de personnes. Il y a le ou les créateurs. Il y a les contributeurs débutants, donc c'est ceux qui n'ont pas encore fait de contribution, mais qui veulent contribuer, qui sont très différents des contributeurs experts. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et pareil, il y a l'utilisateur débutant et l'utilisateur expert. Il faut vraiment beaucoup différencier les deux, parce que globalement, si vous avez un projet qui est fait qui est documenté, présenté, expliqué,
que pour les contributeurs experts qui sont déjà des gros experts sur le sujet, vous n'aurez jamais les premiers contributeurs. Et à l'inverse, c'est les contributeurs débutants qu'il faut le plus aider, parce que les experts, dans tous les cas, ils arrivent globalement à trouver ce qu'ils ont besoin comme information. Ce qu'on trouve le plus en open source, c'est l'inverse. On trouve des docs ultra techniques, mais pas du tout de comment commencer. Donc on va avoir 10 super développeurs dedans, mais très peu de contributions. Et on voit d'autres communautés, d'autres projets où c'est l'inverse, où il y aura des centaines de contributeurs qui feront des petits trucs. Et en fait, on peut aussi faire les deux. On peut avoir une doc nouveau et une doc plus expert en même temps. Mais tout ça pour dire, il faut vraiment faire la distinction entre... Il y a des gens qui vont venir sur votre projet qui ne sont pas développeurs, c'est des utilisateurs. Certains sont des débutants, ils ne savent même pas commencer, il ne faut pas leur faire de charabia technique, il faut juste leur dire comment l'utiliser. Il y a à l'inverse l'utilisateur expert, où là on peut même faire une documentation cachée sur comment on a tweaké votre logiciel. Et les contributeurs, c'est pareil. Statistiquement aussi, la plupart des projets n'ont que le créateur. Ça, c'est une autre raison pour laquelle je vous déconseille de vous poser la question de est-ce que ce projet, je le fais pas en open source, etc. Il y a beaucoup de chances que vous soyez très très déçus si vous placez tout votre espoir dans ce projet sera un succès open source. Ce qui fait qu'un projet est un succès open source, c'est très souvent, je dirais pas le hasard, mais en tout cas c'est très rarement votre pensée à vous. Il y a des projets qui seront un succès alors que vous n'avez pas du tout pensé, et des projets où vous avez mis corps et âme dedans, vous en êtes trop fiers, et le truc qui passe inaperçu. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je préfère être open source first. J'aurai des projets qui serviront à personne, c'est pas grave, ils sont juste dans un coin, ça fait de mal à personne, et des projets qui fonctionneront, et potentiellement ceux auxquels j'ai pas pensé. D'autres personnes vont faire l'inverse, ils feront très peu de contributions open source avec une sorte d'espoir que ça va être un succès de ouf, et la grosse déception qu'en fait c'est pas intéressant ou juste les gens n'ont pas trouvé. Donc oui, la plupart des projets sont dans ce cas du seulement un créateur. Et ce que je vous conseille, c'est de vous battre un max pour faire que votre projet puisse sortir de ce mode-là. Si vous faites votre projet en se disant « je l'ai documenté pour les experts », mais qui reste dans le mode un créateur, vous aurez fait beaucoup de travail pour rien, alors que la meilleure chose à faire, c'est de vous concentrer sur les nouveaux contributeurs, nouveaux utilisateurs. Et ceux-là, une fois que vous en avez au moins un, donc dès que vous passez du créateur à créateur et un utilisateur ou un contributeur, là vous pouvez commencer à faire les docs plus techniques. Vous pouvez faire des docs techniques pour rassurer, pour montrer vos skills, on va dire, pour faire une sorte de preuve que ce projet a de la valeur, on va dire. Mais il faut vraiment faire tout ce que vous pouvez pour sortir du projet qui a un seul contributeur un seul utilisateur. Et tant que vous êtes dans ce mode-là, je vous conseille de vraiment vous reposer des questions pour juste faire en sorte, même si vous n'en aurez jamais, que vous avez tout ce qu'il faut pour que le projet soit compréhensif par un nouveau contributeur ou un nouveau utilisateur. Donc ça veut dire être beginner friendly, c'est avoir un README qui explique ce projet fait ci, tu sais exactement ce que ça fait, si un screenshot c'est génial, etc. Comment le tester, comment voir une démo, comment le lancer si tu veux le développer dessus, etc. Tout ce qui, en fait, là, vraiment, vous mettez dans la peau de quelqu'un qui, vous avez de la chance, il est tombé sur votre projet, vous ne savez pas comment, il ne faut pas qu'il se barre, il faut juste qu'il se dise « Ah, c'est intéressant ». S'il n'a pas le temps, il va peut-être juste le bookmarker, venir plus tard, mais c'est déjà mieux que rien. À l'inverse, si votre projet, vous le faites pour quand vous aurez que des gros experts et que vous passez jamais le stade du 1 créateur, ça ne sert à rien. Donc, un truc que je fais souvent, c'est expliquer à ceux qui font de l'open source, t'embête pas avec les trucs super avancés, fais ton truc, vendeur suffisamment, compréhensif, pour au moins avoir un public avec qui communiquer. Si ce public il l'utilise et il ne développe pas, c'est déjà très bien en fait. Tu auras déjà des feedbacks de ce qui intéresse dedans. Donc voilà, dans le stade créateur, je vous conseille, même si vous n'avez pas le temps, d'être disponible pour passer ce stade. Une fois que vous avez ne serait-ce qu'un utilisateur, vous pouvez passer en mode bon, il y a une communauté de 2 personnes, mon utilisateur et moi. S'il y a une 3e personne qui arrive, il pourra poser les questions et parler avec l'autre si j'ai pas le temps. Donc voilà, c'est juste il faut sortir de ce mode un créateur. Je ne dis pas qu'il faut sortir à tout prix, mais en tous les cas, c'est la première étape avant de passer en mode gros succès de ouf. Et la période gros succès de ouf peut se faire la semaine suivante si vous avez eu cette chance, mais bon. Ça permet de se faire... Alors comment se faire connaître si c'est votre but? Parce que vous pouvez aussi juste faire de l'open source sans chercher à se faire connaître. Mais si c'est le cas, il ne faut pas avoir peur d'embêter les gens dans le sens où poster un projet open source n'embête personne. Ça ne va pas faire des mailings à tout le monde, ça va juste rien faire en fait. Les gens ne vont pas
vont pas être spammés, il se passera rien. Donc à partir du moment où il se passe rien, il faut pas avoir peur d'embêter les gens. Il y a des gens, ils se disent, si je contribue à ce projet, ça va. Enfin, je sais pas, en fait, ils ont des notions de ça va mal se passer, les gens vont m'en vouloir. Bah non, en fait, les gens vont pas le savoir qu'on a contribué, sauf les gens à qui on donne l'information, donc par exemple en tweetant. Donc c'est là qu'on peut, dans certains cas, le tweeter ou se dire que c'est un projet qu'on garde en interne. Vous avez le choix. Ce projet-là, il me plaît, j'aimerais que les gens l'utilisent, je le tweet. L'autre, vous pouvez le mettre en open source et juste pas faire de pub en plus. Et il y a surtout, pour moi, le plus important, c'est le SEO. Donc, même si ça fait un peu marketing comme mot, c'est du Search Engine Optimization, il ne faut pas en avoir peur. Faites que votre projet est trouvable par quelqu'un qu'on a besoin. Donc ça peut être donner les technos si c'est une librairie, mais ça va être surtout les usages. Il faut que le titre soit cohérent, que les tags, les descriptions soient cohérentes. Moi, globalement, tous les meilleures nouvelles que j'ai eues sur mes projets, c'est ceux qui débarquent et qui me font ouais, salut, ça fait 6 mois qu'on utilise ton projet et on a ce problème. Et en fait, juste, j'étais pas au courant que ce mec existait, et d'un seul coup, je vois que ça fait 6 mois que ils, au pluriel, l'utilisent. Et il me dit qu'il y a un problème, c'est chiant, mais en fait, ça me fait trop plaisir d'avoir ce genre de choses. Et ça, c'est pas parce que je l'ai tweeté ou autre, c'est parce qu'un jour, il cherchait comment faire une gateway bidule, comment convertir telle vidéo, je sais pas trop quoi. Et du coup, ça, c'est parce que votre projet, il doit expliquer. Et même là, il ne faut pas avoir peur de faire des gens ou de spammer. Peut-être que dans 10 ans, on aura ce problème d'avoir trop de projets, comme par exemple le store de Microsoft avec les apps, où il y a trop de chiants, où il y a trop de trucs un peu junk. Mais si vous vous limitez à faire des projets sur des GitHub, etc., dites-vous que les gens, ils tapent leurs problèmes, ils auront peut-être 500 résultats. Si le vôtre, il ne fait pas le taf, ça ne va pas les faire chier. Ils auront une entrée où il y aura marqué telle personne a fait un projet. Enfin, vraiment, il ne faut pas avoir peur d'embêter les gens. Faites un projet SEO. Si le mec, il voulait un projet, les autres sont peut-être mieux, mais il voulait absolument que ce soit ce langage-là qui est le vôtre. Ça se trouve, il va juste adorer votre projet pour cette raison. Faites surtout le SEO, ça c'est vraiment important. Et c'est pas un truc de ouf, hein. C'est pas un bac+5, c'est un titre, des tags, une description. Et si vous le souhaitez, si vous espérez que les gens aillent dedans, faites en plus cette fois-ci des annonces ou demandez de l'aide à des gens pour relayer l'information, ou mettez-vous dans les listes Awesome. Sur GitHub, il y a plein de listes Awesome Go, Awesome gRPC, Awesome Protobuf, Awesome Cryptographie, etc. Si vous faites un projet dans ce domaine-là et que vous espérez que les gens le découvrent, ça marche aussi. Le SEO, c'est les gens qui auront un besoin. Vous n'allez pas les embêter en leur proposant une version d'une réponse à ce besoin. Et là, la publicité, c'est l'inverse. C'est que vous suggérez à des gens qui sont plutôt en mode passif en découvrant plein de choses. Donc le SEO, vous embêterez jamais personne, il faut le faire, quoi qu'il arrive, même pour un projet mineur. Quitte à mettre dans le titre, ceci est une blague. Si ça se trouve, la personne cherche une blague. Donc voilà, je disais, être surtout beginner friendly, c'est largement plus important qu'être expert friendly. Expert friendly, c'est pas... la personne, même si elle est expert parce qu'elle a un bac plus 20, sera quand même beginner sur votre projet. Elle ne connaît pas votre projet et il y a beaucoup de chances qu'elle ne passe pas le stade... Oula, ça coupe. Il y a beaucoup de chances qu'elle ne passe même pas le stade d'essayer d'y toucher si au final elle n'a pas compris ce que c'était, alors que ça se trouve c'est exactement ce qu'elle voulait. Donc soyez beginner friendly, c'est le plus important. Et beginner, c'est beginner utilisateur ou contributeur, ça dépend. Enfin, il faut prendre les deux personnes et le faire à votre usage. Donc faites un README. Le README, c'est le fichier principal que les gens vont voir. Expliquer ce que fait le projet, expliquer potentiellement ce qu'il ne fait pas. Il faut s'adapter à l'usage. Si c'est un projet où c'est très important que les gens voient que ça évolue tout le temps, mettez le changelog non pas dans un fichier à chercher, mais dans le README. Le README, c'est le fichier qui doit permettre aux gens qui ne savent pas si le projet les intéresse ou pas, de fouiller plus. S'ils ne sont pas convaincus, on passe à autre chose. S'ils sont convaincus qu'il y a un intérêt, là, ils vont peut-être le bookmarker ou cette fois-ci chercher la doc avancée. Mais si vous avez mis toutes vos docs intéressantes dans des trucs loin, vous n'aurez jamais personne qui ira dedans. Un truc qui marche très bien, c'est les screenshots. Encore une fois, il faut que les gens qui ont mis leurs mots-clés dans un moteur de recherche, qui ont 50 projets ouverts dans des tabs, ils vont juste les passer un par un comme ça. Ils vont regarder globalement est-ce qu'il y a un ou plusieurs fichiers, est-ce que le dernier commit il a 1 an ou 10 ans, et surtout ils vont regarder le README si ça paraît déjà en diagonale pas mal. Et si vous émettez un titre clair avec un screenshot avec marqué « je fais ça », il y a quand même beaucoup de chances que quelqu'un qui cherchait ça soit ravi et au moins prenne le temps de lire davantage. Control F friendly, c'est encore une histoire de faire un README. Il y a beaucoup de gens qui adorent faire découper leur doc en 1000 fichiers. En fait, les gens aiment découper les choses en se disant que ça sera mieux pour les autres.
Moi, perso, je préfère un doc et faire une recherche dedans. Je sais pas pourquoi, c'est à moi de devoir chercher dans des sous-dossiers, de savoir par juste un titre très court que ce que je cherche est dans une sous-page. Je suis sur une page, il y a beaucoup de chances que je recherche, est-ce qu'il y a ce mot-clé que je voulais? Je suis sur un projet qui est en basique, j'ai envie de regarder en 2 secondes, est-ce qu'il y a, je sais pas, le support Docker, est-ce que ça tourne sur mobile ou autre? Je vais faire CTRL F, POM F, mobile, Docker. Si ça highlight, c'est cool, si sinon, je passerai peut-être au suivant. Donc ça, c'est encore dans la même veine, misez beaucoup sur le README. Le README a le droit de pointer vers d'autres informations, mais mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui veut connaître comment ça fonctionne ou qui veut vérifier que ça évolue ou autre chose, et faites en sorte que le README soit au moins rassurant sur le fait que ça vaille le coup d'investir plus de temps à analyser. Et bonus, vous pouvez potentiellement mettre des moyens de vous contacter. Par exemple, il y a Gitter qui est un chat lié à votre projet open source qui permet rapidement, sans créer de compte, sans s'inscrire n'importe où, de communiquer avec le créateur et aussi de voir les anciennes discussions. Donc vous pouvez potentiellement, en arrivant dessus, voir que Jean-Michel a déjà posé la question « Est-ce que ton projet me permettrait de faire ça ?» Oui. En fait, j'aime pas ce slide. Je voulais juste dire que pour les devs avancés, vous pouvez faire le plus de documentation possible. J'ai mis un truc que je voulais supprimer. Donc, lisez pas la 2e ligne. Mais bref, dites-vous juste qu'un dev avancé, même si on n'est pas encore à cette période-là pour la plupart des projets, faites quand même le plus de docs possible et faites surtout un index de ces docs. Faites en sorte, encore une fois, si vous avez plusieurs docs, de dire voilà comment ça marche en globalité. Si tu veux en savoir plus sur cette partie, va voir ce document-là ou va voir plus bas dans le fichier. Et juste un conseil pour les API, évitez de les expliquer avec des textes. Faites un Swagger, faites des documentations compréhensibles. La prose, c'est la chose qu'on ne lit pas. Encore une fois, les gens sont là pour découvrir quelque chose. Le but, c'est que les gens qui vont lire en diagonale voient leur information. Si en lisant le truc, on voit une phrase courte qui dit « je fais ça », un screenshot, un tableau où on voit en 2 secondes « tiens, ce tableau, ça dit que ce cas-là égale ce cas-là, ce cas-là égale... » Enfin, vous allez aider énormément les utilisateurs à chercher. Et même, en fait, même un utilisateur qui est plus débutant, ça lui ira très bien aussi. Être accessible, donc ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes accessible pour vos projets open source, c'est mieux. C'est pas une obligation techniquement. Sur GitHub, sur GitLab, sur tous les systèmes, il y a toujours des systèmes de ce qu'on appelle des issues, qui sont globalement une sorte de forum où les gens peuvent mettre des commentaires. Ça suffit. C'est juste que plus vous montrez que vous êtes accessible, plus il y a de chances que des gens n'hésitent pas à vous embêter en vous disant « est-ce que ton projet fait bien ça ?» Et moi, ce que je vous conseille, c'est pas de redouter que les gens vous demandent « est-ce que le projet fait bien ça ?» mais au contraire de le faire et de tout faire pour que cette question, vous la pose qu'une seule fois. Si on pose la question « est-ce que ce projet fait ça ?» Oui, il fait ça. Attends, je mets à jour mon README, ce projet fait ça. C'est le genre de choses, plutôt que d'avoir peur de perdre du temps ou n'importe quoi, faites en sorte qu'on vous perdez du temps une seule fois. Et globalement, je pense que c'est comme ça que vous aurez gagné le plus de temps au final. Ça, c'est plus montrer que les courbes d'adoption, c'est souvent comme ça, c'est souvent 0 pendant très longtemps, ou juste les amis à qui on a demandé de faire des faux stars, un peu comme des faux retweets. Puis on va avoir des petites montées. En général, les montées comme ça, c'est quoi? C'est tout simplement un mec un peu, je dis un mec, une personne, un homme, une femme qui est un peu connu, va le starrer, va le mettre sur Twitter, et en fait on va souvent avoir des pics. En général, un projet GitHub, c'est personne, puis une montée très 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 linéaire avec des petits pics suivant qu'il y ait une célébrité qui le fasse. Mais encore une fois, votre but, c'est surtout de passer l'étape du 0. Une fois que vous avez passé l'étape du 0, il y a beaucoup de chances que vous ayez une montée linéaire sans plus rien faire. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Tous les projets que j'ai regardés, que j'ai faits, quand ils passent l'étape du plus que 0, c'est tout le temps linéaire. Donc voilà, la période des amis, des early adopters et des external contributeurs. Soyez sympa quand il n'y a que les amis. Soyez accueillant quand il y a on va dire, ceux qui ont le courage de tester avant tout le monde. Et après, par contre, quand il y a plein de monde, là, vous avez le droit d'être en mode désolé, j'ai pas le temps, on met un process, il n'y a plus de chat, il n'y a plus rien. De toute façon, il y a tellement de gens qui l'utilisent que même si vous ne répondez pas, d'autres gens vont répondre à votre place. Donc encore une fois, il ne faut pas avoir peur. Oh là là, si je mets le projet open source, soit il va décevoir, soit on va m'engueuler, ce qui n'arrivera jamais, personne ne va venir vous engueuler. Soit, ah bah non, j'aurai plus de vie, je vais devoir tout gérer. Pareil là-dessus, vous pouvez même mettre dans le README, franchement, j'ai pas le temps en ce moment, ou je ne réponds au truc une fois tous les 2 ans. Enfin, c'est pas un problème, les gens,
Ils ne vont pas vous engueuler parce que vous leur donnez une version. Et si cette version elle a comme ligne intermédiaire, désolé, il n'y a pas de support dessus, tu le prends pas, mais tu ne vas pas te plaindre. Et normalement, je vais être dans le temps pour une ou deux questions, Phil.